Alors, qui sait ce que c'est que la vraie vie? La fausse vie, vous connaissez la fausse vie? Alors, je vais vous montrer des données, on appelle ça, c'est en anglais, hein, le real world. C'est des données super importantes, puisque c'est la prescription, le mieux c'est les conditions usuelles de prescription. Vous avez donné un anticoagulant ou n'importe quel médicament à votre patient, et après on regarde ça dans des énormes bases. Et j'ai eu la chance d'avoir les données de l'assurance maladie, hein, donc je vais vous montrer les résultats qu'on a présentés au congrès. Donc, il y aura quelques diapos en anglais parce qu'on les a présentés au congrès européen de cardiologie il y a 10 jours. Mais c'est sur 400 000 personnes. Hein. Tous les anticoagulants que vous avez prescrits entre 2014 et 2016, les patients sont dans cette base PMSI SNIRAM de l'assurance maladie. Et on a regardé comme ça pour tous les anticoagulants ce que ça a donné sur les hémorragies, les AVC et la mortalité. Alors l'intérêt de ces études en conditions réelles de prescription, hein, c'est que pour nous en gériatrie, c'est super important parce que quand on a des essais randomisés, vous savez souvent critères d'exclusion, le patient de plus de 80 ans qui tombe, qui a des troubles de mémoire, dénutri, il ne rentre pas dans les essais randomisés. Donc on a des données chez des patients âgés, mais on n'a pas toujours les données chez vraiment les patients, nos patients à nous. Alors on dit que ça a marché dans le sous-groupe des 75-80 ans dans les études, donc a priori ça marchera chez nos patients, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir le recul une fois que les médicaments existent pour voir si vraiment en population en gériatrique on a les mêmes résultats. Donc c'est très important de pouvoir avoir ces données chez nos patients avec toutes ces comorbidités. Alors depuis un petit moment, on arrive maintenant à avoir accès à ces énormes bases. Hein, donc vous cotez le PMSI, donc chaque fois que vous avez coté, fibrillation atriale, hémorragie, tout ça, ça rentre dans les bases. Et quand les gens vont acheter un médicament à la pharmacie, hop, ça rentre dans la base de l'assurance maladie et c'est noté, lui il a acheté l'anticoagulant, lui il l'a plus, lui il la continue, lui il a tel anticoagulant. Donc et après on arrive à croiser ces bases de données. Et maintenant, l'assurance maladie autorise les chercheurs à avoir accès à ces bases. Après, ça va rester des études observationnelles, hein, ça donne plein de renseignements, mais malgré tout, et je vais vous le montrer, il n'y a pas de randomisation. Les gens on ne sait pas pourquoi le docteur il décide de donner à tel patient de la pixaban, à celui-là du rivaroxaban, à celui-là de la varfarine. Ça, c'est le choix du docteur. Et c'est la grande différence avec une étude où c'est randomisé, c'est pris au hasard, et tous les groupes sont similaires. Là, vous verrez que des fois, les groupes ne sont pas complètement similaires. La qualité des données n'est pas aussi bonne quand même que dans une étude, notamment quand c'est une étude rétrospective, parce que le PMSI, moi je ne sais pas si le gars, quand il a coté, il ne s'est pas trompé, est-ce que l'hémorragie était majeure, mineure, est-ce qu'il n'a pas oublié l'hémorragie. Donc des fois, on n'a pas toutes ces données. Et puis, dans ces bases, on n'a pas la biologie. Hein, et je vous montrerai que la fonction rénale, et donc ça, on l'a fait dans une autre étude, c'est très important d'avoir aussi l'hémoglobine, la biologie, l'albumine, la créatinine. Donc ça va donner des renseignements, des signaux, permettre de confirmer des données sur des études des populations spécifiques, et notamment nos patients gériatriques. Malgré tout, ça donne des renseignements, mais ça ne remplace pas un essai randomisé qui est la référence, le gold standard. Alors, je vais montrer plusieurs études de registres de la vraie vie. Ça, c'est un registre européen à laquelle j'ai participé, qui est très intéressant parce que ça montrait une photographie des patients qui présentent une fibrillation atriale. C'est que les recommandations disent qu'il faut donner des anticoagulants aux patients âgés. Et ça vient un peu de toutes ces données-là. Vous voyez que là, on prend des gens très âgés, plus de 85 ans, qui sont en fibrillation atriale. Et quand on regarde, alors il y avait des gens qui étaient, à l'époque, ça on a publié ça en 2018, qui avaient de la FA et qui n'avaient pas de traitement anticoagulant. Il y avait de l'aspirine en général, et pas de traitement anticoagulant, ou même rien du tout des fois. Et puis il y en a d'autres qui avaient un traitement anticoagulant. On regarde, vous voyez, des gens de plus de 85 ans, quand on ne leur donne pas d'anticoagulant, par an, vous voyez, ils ont 6% par an de risque de faire un AVC. Donc si vous ne traitez pas quelqu'un, vous savez qu'il a un risque d'AVC de 6% tous les ans. Et puis par contre, quand on leur donne un anticoagulant, regardez le risque d'hémorragie, 4%. Donc vous voyez qu'il y a plus de risque de faire l'AVC ischémique que de faire l'hémorragie sous anticoagulant. Et puis quand on fait un AVC ici à 85 ans, alors là, ça ne se passe pas bien. Soit on meurt,
soit on reste avec un handicap, hein, on termine en EHPAD, en long séjour, on ne peut plus bouger, plus parler. Quand on fait une hémorragie majeure, sauf si elle est cérébrale, mais sinon on ne meurt pas d'une hémorragie digestive actuellement en France. Donc vous voyez que c'est plus fréquent l'AVC ischémique et c'est plus grave. De l'autre côté, l'hémorragie, on va voir comment on peut réduire ce risque hémorragique. Et finalement, quand on regarde, on fait un truc qui s'appelle le calcul du bénéfice clinique net, à la fois le risque d'AVC si je ne prends pas de traitement, ou le risque d'hémorragie sous traitement. Plus on est vers le bas, plus on va tirer bénéfice de l'anticoagulant. Vous voyez, le groupe qui tire le plus de bénéfices de l'anticoagulant, c'est les 90 ans. Donc c'est complètement l'inverse de moi ce qu'on m'avait appris quand j'étais jeune. On disait chez les vieux, faut donner de l'aspirine et pas d'anticoagulant. En fait, c'est l'inverse. On a tellement de risques de faire un AVC qu'on tire beaucoup plus de bénéfices. Plus on est âgé, on tire de bénéfices de l'anticoagulant. Alors, est-ce qu'il y a, quand on regarde encore, ça c'est une étude qui a été faite par le professeur Chassagne en Normandie, en EHPAD, en France, vous voyez qu'il y a encore plein de gens. Seulement 50% de gens qui sont traités par anticoagulants. Et vous voyez qu'il y en a encore qui sont traités par aspirine. Donc il y a le traitement chez nos patients âgés n'est pas optimal. Alors l'aspirine, vous savez que maintenant l'aspirine c'est plus indiqué, hein, c'est plus dans les recommandations. Il y a eu une étude qui était très intéressante, qui était l'étude Averroès, qui a comparé un AOD, l'apixaban, à de l'aspirine, chez des gens en fibrillation atriale. Et on regarde, alors l'aspirine, on sait que ça ne marche pas. Effectivement, vous voyez que ça ne marche pas. Hein. Si j'ai de l'aspirine, vous voyez que je fais 7% par an, on retrouve le chiffre que je vous ai montré, que j'avais retrouvé dans l'étude avec les Italiens, 7% par an. Par contre, si j'ai de l'aspirine, vous voyez que je passe à 1%. Donc j'ai réduit de façon incroyable le risque, ça marche beaucoup mieux l'anticoagulant que l'aspirine. Alors on peut se dire, ok, l'aspirine, mais du coup ça saigne moins l'aspirine. Hémorragie majeure. Vous voyez, l'aspirine, ça saigne comme l'apixaban. Hein. C'est le même risque hémorragique sur les hémorragies majeures. Et dernier résultat qui est absolument impressionnant, ça c'est les hémorragies cérébrales. L'anticoagulant, l'AOD, ça saigne moins dans le cerveau que l'aspirine. Alors vous n'avez pas forcément cette notion-là, hein, mais les AOD saignent moins au niveau cérébral que même l'aspirine. Donc vous voyez l'intérêt de ne pas donner de l'aspirine et de donner un anticoagulant, un AOD. Alors on a des données de registres, je vais vous montrer deux grands registres, les Américains et ce qu'on a fait en France. Donc les Américains, c'est pas la base de l'assurance maladie, eux ils ont une assurance privée qui s'appelle le Medicare. Donc il y a des gens qui rentrent dans l'assurance Medicare et on regarde, alors vous voyez, 88 000 personnes, hein, c'est énorme, hein, c'est que des plus de 80 ans, 40 000 qui ont plus de 84 ans, ils ont reçu nouvelle initiation de médicaments, donc on introduit un anticoagulant, soit un AVK, soit un AOD, et il y a 3 AOD, apixaban, dabigatran, rivaroxaban. Et les gens sont entre 2013 et 2015. Donc vous avez ici l'âge moyen, vous voyez c'est 85 ans. Alors, dans toutes ces études, je vous ai dit, les gens ne sont pas randomisés, donc les groupes vont être différents. Les patients sous AVK ne seront pas les mêmes que ceux qui ont reçu de l'apixaban, que ceux qui ont reçu de rivaroxaban. Et donc, il y a une méthode statistique qui s'appelle le score de propension. Alors là, ce n'est pas marqué si c'est ça, un score de propension, PSM. Et quand on fait ce score de propension, on fait une méthode statistique pour que les gens soient exactement similaires. On fait un truc pour qu'ils aient tous 85 ans, ils ont tous le même score de Chadvask, ils ont même tous autant de risque de démence, tout ça. Donc, sur les 88 000, on va enlever certains et on garde tous ceux qui sont pareils, dans tous les groupes. Et donc, comme ça, la seule différence, c'est qu'il y en a qui ont été exposés à tel médicament, tel médicament, tel médicament. Mais on arrive à les rendre similaires. C'est pas aussi bien qu'un essai randomisé où ils sont forcément similaires, mais là, par une méthode statistique, on les rend comparables. Et donc, vous voyez qu'ils sont exactement comparables. Il n'y a plus que 18 000 dans chaque groupe, hein, donc c'est moins que les 88 du début, mais ils ont exactement le même âge, hein, 85 ans. C'est pareil pour cela, le dabigatran, même âge que varfarine, rivaroxaban, même âge que varfarine. Et après, on regarde des comparaisons. Et donc, vous voyez que quand on regarde les AOD par rapport, parce qu'on dit plus N, hein, nouveau, c'est plus nouveau, ça fait 10 ans qu'ils existent maintenant. Les AOD par rapport à la varfarine, vous avez ici apixaban versus varfarine, dabigatran et rivaroxaban. Et vous voyez qu'à chaque fois, on est une supériorité des AOD. Il n'y a vraiment plus photo. Là, c'est que des gens de 80 ans, hein, 88 000. Supériorité
Alors, si on prend ici l'apixaban, ça fait moins d'accidents vasculaires ischémiques, moins d'hémorragie, et notamment moins d'hémorragie cérébrale, moins d'hémorragie majeure, vous voyez, toutes les hémorragies, et ici les hémorragies cérébrales. Pour le dabigatran, vous voyez que c'est à peu près la même chose, sauf qu'on retrouve moins sur les hémorragies globales. Là, vous voyez que ça coupe la barre du 1 ici sur les hémorragies, notamment les hémorragies digestives. Et pour le rivaroxaban, vous voyez qu'il y a moins aussi d'AVC, moins d'hémorragie cérébrale, mais par contre, on a un peu plus ici sur les hémorragies digestives, un petit peu plus d'hémorragie digestive par rapport aux AVK. Donc vous voyez des petites différences, un profil très favorable ici avec l'apixaban, le dabigatran, et aussi pour le rivaroxaban, sauf sur les hémorragies digestives. Alors après, les auteurs font des comparaisons. On n'a pas vraiment le droit de faire des comparaisons directes, hein, c'est vraiment observationnel, donc ça n'a pas la valeur d'un essai randomisé. Mais effectivement, quand on compare, vous voyez que l'apixaban se porte pas mal hein, par rapport au dabigatran, fait un petit peu mieux sur la prévention des AVC et des hémorragies majeures. Et par rapport au rivaroxaban, vous voyez que l'apixaban se porte aussi un petit peu mieux sur les critères d'AVC ou d'hémorragie. Dabigatran versus rivaroxaban, c'est à peu près équivalent. Donc ça, c'était la base de données des Américains. Donc vous voyez, il n'y a pas photo, hein, les AOD font mieux que les AVK. Et puis des petites différences entre AOD. Une base ici de Taïwan, 90 ans. Alors là, ils sont vraiment très vieux. Hein, 90 ans. Et on regarde sur les hémorragies cérébrales avec un AOD. On est à 0,3. Ça fait 70% d'hémorragie cérébrale en moins sous AOD par rapport à l'AVK. Donc vous voyez, toutes ces études, à chaque fois, les plus de 80, les plus de 85, les plus de 90 ans, un bénéfice, il y a moins d'AVC et il y a moins d'hémorragie intracérébrale. Et puis donc ça, c'est l'étude Naxos hein, qu'on a présentée au congrès, qui a été présentée par le professeur Steg, à laquelle j'ai eu la chance de participer. Donc les données, je vous ai dit, de l'assurance maladie, 2014-2016. Donc tous les anticoagulants que vous avez prescrits, votre patient, il est là-dedans. Hein. Il est dans cette base de données-là. Et on regarde que les patients en FA. Donc, ça je vous l'ai dit, ça a été quelque chose qui avait été demandé par l'assurance maladie, par l'HAS notamment, pour faire cette analyse-là. On utilise la méthode statistique, le score de propension, pour que les groupes soient similaires. Et vous voyez qu'on part sur des données françaises. Alors, on avait 2 millions de personnes qui prennent un anticoagulant. Et puis après, on va garder seulement ceux chez qui on fait une nouvelle introduction. On passe à 1 million. Ensuite, on prend que ceux qui ont plus de 18 ans. Alors, vous voyez, en France, il y a 2000 personnes de moins de 18 ans qui ont pris un anticoagulant. Ceux-là, on les a enlevés. Après, on prend que ceux qui sont en fibrillation. On enlève la phlébite, embolie pulmonaire. Après, on prend que ceux qui ont une FA non valvulaire. On enlève les valvulopathies puisqu'il n'y a pas d'indication aux AOD. Les prothèses mécaniques. Et puis on garde que ceux qui sont ensuite où on a toutes les données qui suffisent, et à la fin 400 000 personnes. Donc on a 400 000 personnes avec des données complètes. Alors vous voyez, quand on regarde les données, je vous ai dit, les médecins, nous, quand on fait nos prescriptions, on n'a pas pris forcément chez tel patient, on met l'AVK, chez tel patient, on met l'AOD. Et comme les AOD étaient encore des médicaments un peu nouveaux à l'époque, ce qu'on a quasiment tous fait, c'est qu'on mettait quand même chez les patients les plus sévères, les plus graves, le médicament qu'on connaissait, qui était les AVK. On voit que c'est en train de changer maintenant, mais à l'époque, en 2014, c'était encore ça qui était fait. Et on voit que les patients qui ont reçu un AVK, ils sont plus âgés, 78 ans. Ceux qui ont reçu un AOD, ils sont plus jeunes. Plus de 80 ans, vous voyez qu'il y en a 55% qui avaient reçu un AVK, alors qu'il y en a moins qui ont reçu un AOD. Donc vous voyez qu'il y a une différence et qu'il faudra bien faire une méthode statistique pour les rendre comparables parce que ceux-là, ils sont plus graves que tout cela. Parmi les AOD, vous voyez que c'est plutôt, les médecins ont plutôt donné de l'apixaban aux patients un peu plus âgés. Vous voyez, 38% de plus de 80 ans là par rapport à 30% là. Alors quand on regarde les pathologies, c'est pareil. Hein, vous voyez que les gens qui ont plus de pathologies, plus de comorbidités sous AVK, on le voit mieux ici. Ça c'est le score de Charlson qui est un score de comorbidité. Vous voyez que ceux qui étaient sous AVK avaient un score de comorbidité plus fort. Ensuite c'était ceux sous apixaban et puis ensuite rivaroxaban et dabigatran. Ce qui est pareil pour le score de Chadvas qui sont un peu plus sévères, les patients qui avaient été mis. Donc les médecins ont mis les patients les plus sévères sous AVK.
Ce qui était à peu près ce qui pouvait s'expliquer à l'époque, en 2014, rappelez-vous, hein, la HAS disait d'abord les AVK et après les AOD. Maintenant, ça a changé. Maintenant, c'est les AOD d'abord. On a des doses. Vous savez que pour chaque AOD, il y a 2 doses. Donc vous voyez que c'est pour le dabigatran et c'est logique, puisque le dabigatran, on doit donner une petite dose, notamment chez les gens âgés. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de gens âgés dans cette énorme cohorte. 50% de gens ont reçu du 110. Il y a même des gens qui ont reçu du 75, qui n'est pas une dose adaptée. Donc là, il y a des gens qui ont vraiment mis des trucs qui n'étaient pas adaptés. Pour le rivaroxaban, vous voyez que c'est 30% de gens qui ont reçu la petite dose, et l'apixaban, 37% des gens qui ont reçu la plus petite dose. Et ça, c'est les résultats. Donc, on compare les anticoagulants. Ici, on a surtout l'objectif était d'évaluer l'apixaban versus AVK sur la sécurité, donc sur les hémorragies. Ben oui, il n'y a pas photo, hein. 0,49, ça fait 51% d'hémorragie en moins sous AOD que sous AVK. Donc vraiment, 400 000 personnes, tous les patients français entre 2014-2016, 50%, ceux qui ont eu la chance d'avoir un AOD, ils ont eu 50% d'hémorragie en moins. Ceux qu'on a mis sous AVK, ils ont eu 50% d'hémorragie en plus, pas de peau. Quand on regarde l'efficacité, eh bien, apixaban versus AVK, vous voyez qu'il y a une meilleure efficacité, ça fait 33% de moins d'AVC si on a eu de l'apixaban par rapport à un AVK. Et du coup, la mort, vous voyez que là aussi, il y a un résultat sur 44% de morts en moins si on a eu de l'apixaban par rapport à un AVK. Et donc là, on a fait cet ajustement pour essayer de rendre tous les groupes comparables. Ensuite, il y a une deuxième analyse qui est regarder les AOD entre eux. Et vous voyez que apixaban versus rivaroxaban, il y a moins d'hémorragie sous apixaban que sous rivaroxaban. L'efficacité, elle est similaire. Et les résultats sur la mortalité, petite tendance à moins de mortalité du groupe apixaban versus rivaroxaban. Apixaban versus dabigatran, un peu moins d'hémorragie sous apixaban que sous dabigatran. Vous voyez qu'ils sont tous en efficacité, tous pareils, pas de différence. Et petite tendance, mais non significative sur la mortalité. Donc vous voyez que vraiment, il n'y a pas photo, les AOD font mieux que les AVK, et en particulier ici, dans cette analyse, l'apixaban. Alors ensuite, on regarde à la fin les doses. Alors nous, ce qui nous intéressera plus, c'est la deuxième étude sur les petites doses en gériatrie. Mais là, c'est la première étude sur les fortes doses. A priori, l'étude sur les patients de plus de 85 ans et les petites doses, c'est moi qui vais la faire, donc j'aurai les résultats. Mais donc là, c'est l'étude sur les doses standards. Donc, c'est qu'il y a 2 doses. Donc là, on regarde l'apixaban à la dose standard. 5 x 2, vous voyez que c'est important parce que des fois, on se dit à 5 x 2, peut-être qu'il y a plus de risque de saignement. Non, vous voyez que par rapport à l'AVK, on retrouve toujours les 50% d'hémorragie en moins, les 40% de meilleure efficacité par rapport à l'AVK et moins de mortalité. Par rapport au rivaroxaban, on retrouve toujours moins d'hémorragie sous apixaban, une efficacité similaire. Et quand on regarde apixaban versus dabigatran, là on n'a plus de différence, aussi bien en efficacité qu'en sécurité. Dernier point important, c'est, et ça on a été assez impressionné, c'est l'arrêt des traitements. On commence à donner de plus en plus d'anticoagulants, de plus en plus d'AOD maintenant que d'AVK, avec tous ces résultats. Mais vous voyez que 40% de gens arrêtent l'AVK. Alors il y en a moins, 30% qui arrêtent dabigatran, rivaroxaban, 22% qui arrêtent l'apixaban, mais on a quand même entre 20 et 40% d'arrêt de ces médicaments. Donc là, c'est un vrai problème. On pourra en discuter. On arrête pour des hémorragies qui des fois sont mineures, et on arrête le traitement, et le bonhomme il va faire un AVC, rappelez-vous, 6% par an, donc au bout de 2 ans, on fait 12%, au bout de 3 ans, on est presque à 20%, vous voyez, c'est énorme, hein, et on arrête parce qu'il y a eu un petit bleu ou un saignement de nez, c'est pas adapté. Donc il faut vraiment se poser la question, est-ce que vraiment je fais pas une bêtise quand j'arrête l'anticoagulant ? Donc en conclusion, vous voyez qu'on retrouve vraiment un bénéfice, et ici l'AOD qui a été analysée, c'est l'apixaban, meilleure efficacité, meilleure sécurité par rapport aux AVK. On retrouve aussi des petites différences, je vous ai montré. L'apixaban a le meilleur profil de sécurité par rapport au rivaroxaban et dabigatran, et donc je veux dire, on ne peut pas faire une comparaison
scientifiques sur des études observationnelles. Et donc la conclusion qu'on a montrée lors du congrès, c'est comme il y a des différences là, il faudrait vraiment faire une étude randomisée face à face, un bras apixaban, un bras rivaroxaban, un bras dabigatran pour vérifier ce qu'on a observé, mais ça reste de l'étude observationnelle. Je termine par 3 papiers qui ont été majeurs sur quelque chose qui nous intéresse, c'est anticoagulant et démence. À votre avis, quand on a de la FA, est-ce que d'avoir un anticoagulant réduit le risque de démence? On ne savait pas trop. Là, il y a eu 2 grosses études suédoises, près de 100 000 bonhommes. Ils regardent, pareil, sur des grosses bases de données, des gens en FA qui n'avaient pas reçu d'anticoagulants et d'autres qui ont reçu des anticoagulants. Quand je n'ai pas d'anticoagulant, vous voyez, je fais plus souvent la démence. Quand je reçois un anticoagulant, je fais moins de démence. Premier résultat, donc c'est important parce que, et là, 60, ça fait 40% de réduction. Donc on a un moyen de réduire chez ces patients FA. Si vous ne leur donnez pas d'anticoagulant, non seulement ils vont faire l'AVC, mais aussi développent leur risque de démence. Deuxième étude, là, alors là c'est les Coréens, ça y va fort, 200 000 patients, même courbe. Vous avez un anticoagulant, vous avez moins de démence, pas d'anticoagulant, pas de démence. Et puis dernière analyse qui a été présentée au Congrès européen. Là, ils ne regardent pas anticoagulant versus pas d'anticoagulant, mais AVK versus AOD sur la démence. Et avec les AOD, vous voyez, on fait 20% de moins de démence que sous AVK. Donc, vous voyez, tout va toujours dans le même sens. L'AOD est supérieur à l'AVK. Et ce n'est pas l'Alzheimer qui change, c'est les démences vasculaires, c'est logique. On fait moins de petites emboles et donc moins de démence vasculaire. Donc, vous voyez qu'on a vraiment des données, on appelle ça des données massives. Medicare, c'était 100 000 personnes. Le SNIRAM, la France, c'était 400 000 personnes. À chaque fois, l'AOD fait mieux que l'AVK. Avec un très bon profil, vous avez vu, d'efficacité, sécurité de l'apixaban. Mais je ne peux pas vous dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre. Pour être certain, il faudrait qu'il y ait une étude randomisée comparant les différents AOD. Et puis vraiment, c'est 3 gros papiers de 2019 où on voit l'intérêt des anticoagulants sur la prévention de la démence chez les patients en FA. Donc, ça nous intéresse au premier lieu. Je vous remercie.